Alors bonjour, on s'intéresse bien à la famille, on fait de la sociologie de la famille et l'objectif finalement c'est de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la famille au Québec en 2021. Donc on a un intérêt précis. Pour comprendre la famille du Québec en 2021, il faut situer la famille d'abord par rapport à ce que c'était avant. Donc sur l'axe du temps. Qu'est-ce que c'était la famille de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de vos parents et de vous, et éventuellement, vers quoi ça évolue la famille, comment ça va se transformer dans les 25, 30, 40 prochaines années, que ça sera la famille de vos enfants. Donc ça, c'est intéressant, comme pour n'importe quelle question, de situer notre regard dans une perspective temporelle. On va aussi s'intéresser à la famille d'ailleurs, donc par rapport à l'espace. C'est-à-dire là, on s'intéresse au Québec, mais c'est aussi intéressant de voir comment ça peut être la famille vécue, comment ça peut être vécu la famille ailleurs en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. Alors, on va comparer, on va se poser un certain nombre de questions sur les différentes façons de vivre en famille. Alors, toujours l'objectif, c'est comprendre le ici et maintenant. Bon, alors, le point de départ, l'incontournable, c'est de pouvoir, au départ, savoir comment ça a commencé. Depuis quand les humains vivent dans ce qu'on voudrait appeler une famille. On a fait une tentative de définition au cours précédent, mais là, on va essayer de voir d'où ça part. Comment les humains ont commencé à vivre en famille. Donc, une petite image pour commencer, puis ensuite, on s'intéresse à l'origine de la famille. Bon, alors vous avez vu des images tirées de ce film qu'on appelle La guerre du feu. Est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des singes? Est-ce que vous vous associez à ces phénomènes-là? Au fond, si vous avez prêté attention, c'est une bande d'humains qui vivent ensemble avec des mâles, des femelles et des enfants. Alors, c'est une bande. Un peu comme on pourrait probablement le voir dans certaines espèces de singes ou plusieurs autres espèces de mammifères où il y a finalement une vie collective. Alors, comment on fait pour passer de la bande comme ça à ce qu'on appelle aujourd'hui la famille? Alors, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui dans la capsule Origine de la famille. Alors, au fond, ça prend deux choses. Alors, on va dire, il y a deux ingrédients dans la recette. Il y a les caractéristiques de l'espèce humaine. Donc, il y a deux caractéristiques de l'espèce qui nous prédisposaient, si on veut, à former des familles. Puis la deuxième chose, c'est ce qu'on va appeler les règles élémentaires de la parenté. C'est-à-dire que entre la bande et la famille, il y a le concept de parenté. Il y a l'idée d'appartenir à un groupe, de s'y identifier et de pouvoir se distinguer des autres. Alors, les règles élémentaires de la parenté. Alors, ces deux composantes-là vont nous faire passer de la bande à la famille. Alors, intéressons-nous d'abord aux caractéristiques de l'espèce. Alors, les caractéristiques de l'espèce humaine, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des trucs assez fondamentaux qui nous distinguent des autres espèces et principalement des autres espèces de mammifères. Première chose, ça concerne les femelles dans notre espèce, les femmes. Alors,
contrairement à d'autres espèces animales, la femelle dans notre espèce peut être reproduite, peut tomber enceinte à toutes les périodes de l'année. Alors que dans l'immense majorité des autres espèces, y compris tous les autres primates, il y a ce qu'on appelle l'œstrus, c'est-à-dire une période de chaleur pendant laquelle la femelle est disponible à être fécondée et toute la vie sociale et l'organisation de la communauté et de la vie de chacun des individus est déterminée par cet objectif de féconder. Donc, l'instinct de survie est lié à la reproduction. Mais dans l'espèce humaine, la femelle n'a pas cet œstrus ou cette espèce de conditionnement hormonal qui fait qu'on pourrait se reproduire juste à une période. Nous autres, ça arrive 12 fois par année pendant une période. Donc, toutes les saisons peuvent y passer. Donc, on va écrire femelle de l'espèce humaine reproductive toute l'année. Et c'est important de savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, c'est-à-dire que dans l'histoire, dans l'évolution de l'espèce humaine, on aurait, quand nos ancêtres, nos très lointains ancêtres sont passés du bois à la savane, donc se sont redressés et sont passés graduellement vers l'agriculture. La station debout nous a fait perdre cet œstrus et a conditionné, dans le fond, notre capacité à se reproduire toute l'année. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième caractéristique de notre espèce, c'est que quand le bébé sort du ventre de la mère, il est très peu autonome. Il a absolument besoin d'adultes pour le protéger. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il a absolument besoin de sa mère parce que l'allaitement, c'est une donnée qui est variable selon les cultures, selon les sociétés, selon les époques, mais au moins d'un être humain qui s'occupe de l'alimenter et de le protéger parce que le rejeton humain est extrêmement dépendant de sa naissance à quelques années après. On peut pas laisser tout seul, bon, il y a des histoires d'enfants sauvages élevés par des loups, par des singes, mais bon, c'est plus du folklore, là, et ça s'est peut-être déjà passé, mais mettez 1000 enfants seuls après l'accouchement dans un panier, puis laissez-les dans la nature, puis combien vont survivre, ça va être de l'ordre de 1 pour 1000, alors on ne parlera pas de ça. Donc, le rejeton humain, ou le petit humain, est extrêmement dépendant. Contrairement, vous avez sûrement vu des reportages sur d'autres espèces, mais des fois, c'est très, très rapide. Le petit, tout de suite après sa naissance, il doit être capable de faire un certain nombre de choses pour survivre. J'ai en mémoire un minou dans la savane africaine qui, une fois que sa mère a mis bas, il y a des prédateurs qui rôdent autour, puis le petit, s'il s'est pas levé dans les 15 premières minutes pour au moins se tenir debout puis être plus facile à protéger par les adultes, ben, il est consommé par les prédateurs. Donc, en termes d'autonomie, c'est pas comparable. Alors, l'humain est finalement extrêmement dépendant par les premières années de sa vie. Et ça fait, ces deux caractéristiques-là ensemble, ça oblige les humains à composer ce qu'on va appeler une structure de dépendance. On n'a pas parlé de famille, là. On va parler pour l'instant de structure de dépendance. C'est-à-dire que ça te prend absolument un mâle, une femelle et un rejeton. En tout cas, pour le rejeton, ça prend absolument une femelle et un mâle pour le protéger parce que, bon, il y a la période de gestation où la femelle n'a pas toutes les capacités pour courir, pour sauter, pour se défendre, pour aller chercher de la nourriture. Donc, elle a besoin du mâle pour l'aider à se nourrir, pour la protéger, pour la couvrir. Et une fois que le bébé est né, est encore plus dépendante, encore plus vulnérable parce qu'elle doit protéger un autre être. Alors, ça crée des alliances, des liens entre le mâle, la femelle et l'enfant. Et c'est ce qu'on va appeler pour l'instant une structure de dépendance. Donc, à l'origine de la famille, en partant de la bande, la première notion, c'est que comme l'humain est constitué comme ça, ben, il y a eu besoin de se créer une structure de dépendance qui va finir un peu plus tard par s'appeler la famille. Donc, à part ces caractéristiques-là, la deuxième composante du passage de la bande à la famille, c'est ce qu'on appelle les règles élémentaires de la parenté. Alors, il y en a 3. La première, c'est celle duquel les anthropologues disent toujours que c'est la seule règle qui traverse toutes les sociétés humaines, c'est l'interdiction de l'inceste. Alors,
depuis très longtemps, pour d'excellentes raisons, les humains se sont interdits en communauté de se reproduire, de s'accoupler avec leurs descendants. Alors là, c'est à géométrie variable, ça c'est pas toujours du père vers la fille ou de la mère vers le fils, mais il y a toutes sortes de façons de variation sur le thème, mais dans chaque société, il y a une interdiction de reproduction d'un adulte vers un de ses descendants. Ça varie d'une société à l'autre. La raison pour ça, et c'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. Des fois, on dit, ah, c'est parce que ça crée la consanguinité, ça crée davantage de problèmes, de maladies, il y a un pôle héréditaire. Évidemment, les premiers humains n'avaient aucune notion. La raison principale, c'est que on veut pas qu'un homme, par exemple, devienne responsable d'une quantité astronomique d'enfants parce qu'il continuerait constamment à se reproduire avec ses descendants et il ne serait que le seul adulte mâle responsable de tous ses descendants. Alors, on encourage, et là, ça va nous amener à la deuxième règle, on encourage à aller chercher un partenaire dans un autre groupe et c'est strictement économique. C'est que si un seul adulte a sous sa responsabilité tous les enfants qui sont issus de sa reproduction avec ses descendants, à un moment donné, il ne sera plus capable de fournir. Alors, c'est essentiellement une question d'équilibre puis de survie économique des communautés qui se forment, des petits groupes qui se forment. Alors, l'interdiction de l'inceste, la raison est principalement économique. Et la deuxième règle est très liée à celle-là, ce qu'on appelle un encouragement à l'exogamie. Alors ça veut dire allez former des couples, allez vous exogamie, ça veut dire union à l'extérieur de son groupe, à aller former un couple avec quelqu'un d'un autre groupe. Alors, l'encouragement à l'exogamie, c'est ça la raison, c'est qu'on veut créer de nouvelles entités et créer des alliances. Là, ici, si l'interdiction de l'inceste était strictement économique, là, l'encouragement à l'exogamie, c'est plus politique. On va créer des alliances. Je vais te donner mon fils, tu vas me donner ta fille. On va former comme ça une nouvelle famille et on va partager les ressources. Si on tue un mammouth, on va le partager. Si un point d'eau, nous, on va s'entendre. Comme ça, on est plus fort contre un ennemi ou contre un envahisseur. Alors, l'encouragement à l'exogamie, c'est plus politique. Alors, si ici, c'était économique, ici, c'est plus des raisons politiques qui vont amener à établir ces règles-là. La troisième règle, et là, c'est encore une fois une question d'équilibre puis de taille des groupes, c'est qu'on a imposé très rapidement la fidélité des femmes. Alors, la troisième règle de l'exogamie, c'est la règle de la fidélité. Alors, toutes les sociétés, à toutes les époques, ont trouvé des manières de garantir une certaine exclusivité, une certaine fidélité chez les épouses, chez les femmes, parce qu'on peut contrôler la sexualité féminine en limitant son accès à des mâles, mais c'est beaucoup plus compliqué, et l'histoire l'a montré, et toutes les sociétés en ont fait la preuve, de contrôler la sexualité masculine. Alors, la fidélité des femmes, c'est garanti, on cherche à la garantir. Prenez la ceinture de chasteté, la lapidation pour les femmes adultères, les règles formelles, les règles informelles. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de ces règles-là. Les femmes, on socialise les petites filles à cet impératif de fidélité, juste à penser très, très vite à comment on traite une femme qui a plusieurs partenaires par rapport à comment on traite un garçon qui a plusieurs partenaires dans l'imaginaire, dans le vocabulaire, c'est pas du tout traité de la même façon, et c'est juste la suite de cette longue tradition historique, cette longue pression historique sur la fidélité des femmes qui est exercée, et ça contrôle, d'une certaine manière, la population, la reproduction, et ça crée une certaine stabilité. Donc, à partir de ces trois règles-là, plus les caractéristiques de l'espèce, on a comme le socle qui va amener à créer ce qu'on va d'abord appeler la parenté. Alors, la parenté, un système de reconnaissance, j'appartiens à un groupe et je n'appartiens pas à ce groupe-là, et la parenté va nous amener à
créer de la filiation, etc. On va reparler de ça un peu plus tard. Donc, on a quand même jeté un certain nombre de bases pour expliquer comment l'humain est passé de la bande de mâles, femelles, enfants à ce qu'on va éventuellement appeler la parenté et éventuellement appeler la famille qu'on aura à définir puis qu'on pourra situer dans le temps et dans l'espace.